Mon frère m'a désinvité de Noël, en disant « Cette fête n'est pas un endroit pour les perdants ». J'ai répondu « Tu as raison. Les gagnants paient leurs propres factures. » Puis, j'ai immédiatement annulé les frais de scolarité de ses enfants et le contrat de location de la voiture de sa femme. Quand l'agent de recouvrement est arrivé, le son de la notification sur mon téléphone a été comme un coup physique, principalement parce que ma tête martelait déjà au rythme d'un marteau-piqueur. J'étais allongé en position fétale sur le canapé de mon salon, entouré d'une forteresse de mouchoirs usagés, de tasses de thé vides et d'une bouteille d'analgésique sur ordonnance. 3 jours auparavant, j'avais subi une appendicectomie d'urgence. L'opération ne s'était pas bien passée. Il y avait eu des complications, une infection mineure, et un temps de récupération qui semblait s'étirer à l'infini. J'étais faible, j'étais pâle, et je me sentais incroyablement petite. J'ai attrapé le téléphone, ma main tremblant légèrement, pas d'émotion, pas encore, mais de l'épuisement physique pur de bouger. J'ai vu le nom sur l'écran, Charles. Une petite vague de soulagement pathétique m'a envahi. Enfin, mon grand frère prenait de mes nouvelles. Je lui avais envoyé un message, ainsi qu'à sa femme, Caroline, avant l'opération et de nouveau en sortant. J'avais reçu un emoji pouce levé de Caroline et un silence radio de Charles. Mais maintenant, il appelait. Il se souciait de moi. Salut, ai-je croassé, ma voix sonnant comme du gravier combrois. Je suis de retour à la maison. Ça a été dur. Amélie, écoute. Je n'ai pas beaucoup de temps. La voix de Charles a tranché la ligne, nette, énergique, et complètement dépourvue d'inquiétude. Il semblait marcher d'un pas rapide, le bruit de fond d'une rue animée filtrant à travers le combiné. Caroline et moi finalisons la liste pour le dîner du réveillon de Noël. Les traiteurs arrivent dans 1 heure pour une consultation. J'ai cligné des yeux, les analgésiques ralentissant mon cerveau pour traiter le changement de ton. Oh, d'accord. Eh bien, je ne suis pas sûr de ce que je peux apporter cette année, car je ne peux pas vraiment cuisiner pour l'instant, j'ai commandé ces 20 millésimés que Caroline aime pour l'échange de cadeaux. Il y a eu une pause, un silence lourd et pesant qui semblait plus vif que l'incision dans mon abdomen. Oui, à ce sujet, a dit Charles, et je pouvais entendre la grimace dans sa voix, la fausse sympathie qu'il utilisait quand il était sur le point de faire quelque chose d'égoïste. Nous apportons quelques changements à la liste des invités cette année. Ce sera une ambiance différente, très haut de gamme. Caroline a invité la vice-présidente du marketing de son entreprise, et j'ai 2 investisseurs potentiels qui viennent pour la nouvelle entreprise. Ça a l'air intense, ai-je chuchoté, bougeant mes jambes et grimaçant à la traction sur mon côté. Mais je peux juste m'asseoir tranquillement dans un coin. Je ne dérangerai pas. J'ai vraiment juste besoin d'être avec la famille, Charles. Être seul pendant ma convalescence a été difficile. Amélie, regarde. Il a soupiré. Un son impatient qui signifiait que je devenais difficile. Tu n'écoutes pas. Ce n'est pas un repas de famille où chacun apporte un plat. C'est un événement de réseautage déguisé en Noël. L'apparence est tout. Et franchement, vu ton état ces derniers temps, tu ne corresponds pas à l'esthétique. Mon souffle s'est coupé. Pardon ? Tu sais ce que je veux dire, a-t-il continué, sa voix prenant ce ton moralisateur que je détestais. Tu travailles à la maison. Tu vis en pantalon de jogging. Tu conduis une Renault. Tu es confortable. Mais ces gens, ce sont des requins. Des gagnants. Caroline est vraiment stressée à l'idée de faire une bonne impression, et avoir sa belle-sœur là, ressemblant à un spectre maladif qui ne s'est pas brossé les cheveux depuis 1 semaine. Ce n'est tout simplement pas l'image que nous projetons. Ce n'est pas un endroit pour les perdants, Amélie. Tu ne ferais que te mettre dans l'embarras. La pièce a semblé basculer. La douleur physique dans mon ventre a été soudainement éclipsée par une douleur froide et creuse dans ma poitrine. Tu me désinvites, ai-je demandé, ma voix à peine audible. De Noël ? Parce que j'ai été opéré et que je ne porte pas de Chanel. Je te désinvite parce que tu plombes l'ambiance, a-t-il lâché, perdant son vernis de politesse. Nous essayons de monter en gamme, Amélie. Tu stagnes. Reste à la maison, repose-toi, prends tes pilules. On t'enverra des restes s'il y en a. Je dois y aller. Le traiteur est là. La ligne a été coupée. Je fixais l'écran noir de mon téléphone, le reflet montrant une femme pâle et fatiguée avec des cernes sous les yeux.
Il avait raison sur une chose, j'avais l'air d'une épave. Mais les mots résonnaient dans mes oreilles, rebondissant sur les murs vides de ma maison payée. Pas un endroit pour les perdants. J'ai laissé tomber le téléphone sur le tapis et j'ai fermé les yeux, des larmes chaudes coulant malgré tous mes efforts pour les arrêter. Ce n'était pas seulement le rejet. C'était l'audace, l'ignorance pure et aveuglante de la chose. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Pendant la première heure, je n'ai fait que pleurer. J'ai pleuré le frère que je pensais avoir. J'ai pleuré l'unité familiale à laquelle je m'étais accroché depuis la mort de nos parents il y a 5 ans. Je suis resté là, laissant le silence de la maison m'envelopper, sentant l'isolement s'installer jusqu'à l'os. Mais à mesure que les analgésiques faisaient effet et que le choc initial commençait à s'estomper, une émotion différente a commencé à prendre racine. Ça a commencé dans ma poitrine, une chaleur basse et frémissante qui n'avait rien à voir avec la fièvre. Je me suis redressé en grimaçant et je me suis traîné jusqu'à la cuisine pour faire du thé. Chaque pas était un rappel de ma faiblesse physique, ce qui ne faisait que souligner la cruauté de ce que Charles venait de faire. Il savait que j'étais seul. Il savait que je souffrais, et il m'avait frappé alors que j'étais à terre parce que je ne correspondais pas à son esthétique. Je me suis assise à mon îlot de cuisine, serrant la tasse chaude, et j'ai déverrouillé à nouveau mon téléphone. J'ai navigué jusqu'à Instagram. Ils étaient là. Caroline avait publié une story il y a 10 minutes. C'était une vidéo de leur salon, le salon de mon frère. Il était décoré en or et blanc. Un arbre massif touchait le plafond voûté. En arrière-plan, je pouvais entendre de la musique classique. Préparation pour la plus grande nuit de l'année, disait la légende. Liste d'invités exclusive. Vie de luxe, succès, pas de négativité. Je l'ai regardé en boucle 3 fois. Pas de négativité. C'était le code pour pas d'Amélie. J'ai zoomé sur la vidéo. J'ai vu le nouveau canapé sectionnel en cuir que je les avais aidés à choisir. J'ai vu la grande baille vitrée donnant sur la pelouse manucurée. J'ai vu mon neveu, Romain, passer en courant devant la caméra dans son uniforme scolaire, celui avec l'écusson brodé du lycée privé Saint-Jean. Mon pouce a survolé l'écran. Charles m'a traité de perdante. Il m'a dit que je stagnais. Il a dit que je n'avais pas ma place parmi les gagnants. J'ai baissé les yeux sur ma tenue, un pantalon de jogging gris trop grand et un sweat à capuche tachée. Pour le monde extérieur, pour les nouveaux amis superficiels de Charles et Caroline, je ressemblais probablement à une femme qui avait baissé les bras. J'étais un écrivain fantôme. Mon nom n'était pas sur les best-sellers que j'écrivais. Mon visage n'était pas sur les articles de challenge que je structurais pour les PDG de la tech. J'étais le moteur invisible derrière la renommée des autres. Je vivais discrètement. J'économisais agressivement. Et parce que je vivais discrètement, Charles supposait que j'avais des difficultés ou, au mieux, que je joignais juste les deux bouts. Il avait oublié la conversation que nous avions eue il y a 3 ans, celle où il était assis à ce même îlot de cuisine, pleurant dans un verre de scotch, me disant qu'il allait perdre la maison parce que sa première start-up avait implosé. Il avait oublié qui était intervenu quand Caroline avait menacé de le quitter s'ils ne pouvaient pas maintenir leur style de vie. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler mon compte d'épargne, mon portefeuille d'investissement et des chiffres dont Charles ne pouvait même pas rêver et j'ai appuyé sur l'onglet intitulé « Virement programmé ». Ils étaient là, les bouées de sauvetage. Virement mensuel récurrent, 2950 €. Référence, frais de scolarité Romain et Mia. Virement mensuel récurrent, 780 €. Référence, location Caroline, DS. Virement mensuel récurrent, 460 €. Référence, soutien familial, course. J'ai fixé les chiffres. Pendant 3 ans, j'avais soutenu en silence leur succès. Je payais pour l'école privée afin que Romain et Mia n'aient pas à changer de district. Je payais la location de la voiture de Caroline pour qu'elle puisse se rendre à ses visites immobilières avec style. J'envoyais de l'argent supplémentaire pour les courses que je savais qu'ils dépensaient en dîner au restaurant, juste pour que les enfants ne mangent pas de nouilles instantanées. Je l'ai fait parce que je les aimais. Je l'ai fait parce qu'ils étaient ma famille. Stagnante, ai-je chuchoté dans la pièce vide. Perdante. Un sourire froid a touché mes lèvres. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un expert en démolition regardant un bâtiment condamné. Charles pensait qu'il coupait une branche morte pour embellir son arbre.
Il n'avait aucune idée qu'il était en fait en train de sectionner les racines. Il voulait un Noël pour les gagnants. Très bien, je lui donnerai exactement ça. Mais il avait oublié une chose cruciale, les gagnants paient leurs propres factures. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, il faut comprendre l'histoire. Charles a 4 ans de plus que moi. En grandissant, il était le garçon en or. Il était le capitaine de l'équipe de foot, le roi du bal, celui avec le sourire charismatique qui pouvait charmer un professeur pour qu'il change une note. J'étais le rat de bibliothèque, la silencieuse, la nerd à la bibliothèque. Nos parents l'adoraient, et franchement, moi aussi. Il avait une attraction magnétique. Quand nous avons perdu maman et papa dans un accident de voiture il y a 5 ans, cette dynamique a changé, mais les rôles sont restés les mêmes dans sa tête. Il était le chef, j'étais la suiveuse. L'héritage a été divisé à 50-50e. J'ai investi le mien. J'ai acheté une maison modeste dans un quartier calme, j'ai maximisé mes comptes de retraite, et j'ai versé le reste dans mon entreprise. Je me suis bâti une réputation dans l'industrie de l'édition comme la solutionneuse, l'écrivain fantôme que vous appeliez quand vous aviez une idée brillante mais aucune capacité d'écriture. Mes tarifs étaient astronomiques, mais mon style de vie était invisible. Charles a dilapidé son héritage en 18 mois. Il a investi dans une marque de style de vie de luxe qui vendait des montres hors de prix. Ça a échoué. Puis il a essayé de lancer un incubateur technologique sans savoir coder. Ça a échoué. Il a acheté une maison immense qu'il ne pouvait pas se permettre parce qu'il insistait sur le fait que la perception est la réalité. Il y a 3 ans, la réalité s'est écrasée sur lui. Je me souviens vivement de cette nuit. Il pleuvait. Charles s'est présenté à ma porte, trempé, les yeux rougis. Il m'a tout raconté. Les cartes de crédit étaient au maximum. L'hypothèque avait 3 mois de retard. Caroline, qui avait grandi dans la richesse et n'avait aucune intention d'être autre chose, parlait de prendre les enfants et de retourner dans la propriété de ses parents à Neuilly-sur-Seine. Je ne peux pas les perdre, Amélie, avait-il sangloté, serrant ma main. J'ai juste besoin de temps. J'ai un nouveau projet. Ça va être énorme. J'ai juste besoin d'une piste de décollage. S'il te plaît, tu es la seule en qui je peux avoir confiance. Je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas laisser mon neveu Romain, qui avait 7 ans à l'époque, et ma nièce Mia, qui en avait 5, perdre leur maison. Alors, nous avons passé un accord privé. Je couvrirai l'essentiel et les frais de scolarité et la voiture directement. Je ne voulais pas que l'argent aille sur le compte de Charles où il disparaîtrait en dépenses d'entreprise. Je paierai directement l'école et le concessionnaire. En échange, il a promis de trouver un vrai travail, de stabiliser ses finances, et de me rembourser éventuellement. Il n'a jamais trouvé de vrai travail. Il faisait juste du conseil. Et il ne m'a jamais remboursé un centime. Au lieu de cela, il s'est métamorphosé en cette nouvelle version de lui-même, l'antagoniste de ma vie, bien que j'aie été trop aveugle pour le voir jusqu'à aujourd'hui. Entre en scène Caroline. Caroline n'était pas méchante, mais elle était profondément, incroyablement superficielle. Elle travaillait comme associée en immobilier de luxe, ce qui signifiait surtout qu'elle assistait à des galas et publiait des photos de maisons qu'elle ne vendait pas. C'est elle qui chuchotait à l'oreille de Charles qu'il méritait le meilleur. C'est elle qui regardait ma Renault avec une lèvre pincée et demandait « Oh, tu conduis encore ça ?» Au cours de la dernière année, leur comportement était passé de la gratitude au sentiment que tout leur était dû. Ils ont cessé de dire « merci » quand je prenais les enfants. Ils ont cessé de m'inviter à dîner, sauf s'ils avaient besoin d'une babysitter. Charles a commencé à faire de petites piques sur mon travail. « C'est mignon que tu écrives de petites histoires », disait-il à Thanksgiving. Mais quand vas-tu entrer dans le vrai monde des affaires? Tu sais, passer à l'échelle supérieure. Je me mordais la langue. Je me mordais toujours la langue. Je me disais qu'il était juste stressé. Je me disais qu'il était peu sûr de lui parce que sa petite sœur le renflouait. Mais cet appel téléphonique, ce discours, pas de place pour les perdants, c'était différent. Ce n'était pas de l'insécurité. C'était du mépris. J'ai pensé aux enfants. Romain, maintenant âgé de 10 ans, avait des difficultés en mathématiques, et je passais 2 soirs par semaine à lui donner des cours particuliers sur Zoom. Mia, 8 ans, adorait dessiner,
et je lui envoyais du matériel d'art professionnel tous les mois. Ils vont souffrir, a chuchoté une voix dans ma tête. Si tu coupes l'argent, les enfants souffrent. J'ai hésité. Mon doigt a survolé le bouton « Annuler » du virement bancaire pour le lycée privé Saint-Jean. Puis je me suis souvenu de la voix de Charles. Nous essayons de monter en gamme. Tu stagnes. Il utilisait mon argent pour prétendre qu'il était riche tout en crachant sur la personne qui le fournissait. Il enseignait à ses enfants que leur tante était inférieure parce qu'elle ne portait pas de marque de créateur. Il leur enseignait que l'amour est transactionnel et que l'apparence est Dieu. Si je continuais à payer, je ne les aidais pas. Je permettais une illusion qui finirait par les détruire de toute façon. Je me suis redressé, ignorant la douleur dans mes points de suture. Il était temps pour Charles d'apprendre ce que signifiait vraiment « stagner ». Il était temps de le présenter à la réalité qu'il évitait depuis 3 ans. Je n'étais plus seulement une sœur. J'étais la banque, et la banque fermait pour les vacances. Mon doigt a survolé le bouton d'annulation. Un calme étrange m'a envahi, remplaçant la blessure et l'humiliation antérieure. C'était la clarté d'un chirurgien se préparant à exciser une tumeur. J'ai tapoté l'écran. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement récurrent? Cette action ne peut pas être annulée. J'ai tapoté, oui. L'écran s'est rafraîchi. Virement annulé. C'étaient les frais de scolarité de Saint-Jean, 2950 € par mois, disparus. Le prochain paiement était dû dans 3 jours. J'ai continué la liste. La location de la déesse de Caroline, 780 € par mois, dû le 15. Annulé. Ensuite, le fonds de soutien familial, 460 € par mois. Annulé. Je me suis rassise sur ma chaise, le silence de la maison semblant différent maintenant. Il n'était pas solitaire, il était puissant. Je venais de retirer près de 4200 € de revenus mensuels de la vie de mon frère en 3 tapotements de doigts. Mais je n'avais pas fini. La colère, la vraie colère, est froide. Elle nécessite une stratégie. Si j'arrêtais simplement de payer, il finirait par le remarquer quand l'école appellerait ou que l'agent de recouvrement se présenterait. Mais je voulais qu'il sache pourquoi. Je voulais qu'il comprenne exactement qui il venait de rejeter. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mes emails professionnels. J'avais une date limite pour une biographie écrite en tant que nègre littéraire pour un PDG de Station F, mais cela pouvait attendre. J'ai commencé un nouveau document. J'ai commencé à compiler une feuille de calcul méticuleuse. Je suis retourné 3 ans en arrière dans mes relevés bancaires, chaque virement, chaque prêt d'urgence, pour une opportunité commerciale, chaque fois que j'avais couvert une facture de vétérinaire pour leur chien de race. Chaque fois que j'avais payé pour un dîner de réseautage parce que Charles avait oublié son portefeuille. Le total était stupéfiant, plus de 138 000 € en 3 ans. J'ai fixé le chiffre. C'était une maison. C'était un fonds de retraite. C'était une vie, et je l'avais donnée librement par amour pendant qu'il se promenait dans une déesse en location, me traitant de perdante. Je devais en être sûr. Je devais savoir exactement à quel point leur illusion était profonde. Je me suis souvenu que Charles avait mentionné une nouvelle entreprise avec 2 investisseurs potentiels. Il avait été vague à ce sujet, comme toujours. J'ai fait quelques recherches. Je connaissais le nom de sa nouvelle SARL parce que j'avais payé les frais de dépôt pour elle il y a 6 mois, Prestige Global Investissement. Créatif, n'est-ce pas? Je me suis connecté au registre du commerce et des sociétés, un registre public. Le statut, actif, en situation irrégulière. Il n'avait pas déposé ses comptes annuels. Puis je suis allé sur LinkedIn. J'ai trouvé le profil de la vice-présidente du marketing que Caroline essayait d'impressionner. Son nom était Jessica. Je ne la connaissais pas, mais nous avions une connexion mutuelle, un agent littéraire avec qui j'avais travaillé sur un projet précédent. J'ai envoyé un message décontracté à l'agent. Salut, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Question aléatoire, connais-tu Jessica de l'entreprise de Caroline? Ma belle-sœur essaie de l'impressionner ce Noël. Juste curieuse de savoir qui elle est. La réponse est arrivée 20 minutes plus tard. Amélie. Super d'avoir de tes nouvelles. Jessica? Oh mon Dieu, elle est tristement célèbre. Un vrai requin, obsédé par le statut. Si tu ne portes pas la bonne marque,
tu n'existes pas pour elle. Bonne chance à ta belle-sœur. Pourquoi tu demandes? Juste des histoires de famille, ai-je tapé en retour. Merci pour l'info. Donc, c'était ça. Ils n'étaient pas seulement méchants. Ils étaient terrifiés. Ils étaient terrifiés d'être démasqués comme des imposteurs par des gens qui pouvaient sentir le désespoir. Et j'étais la preuve visible de leur médiocrité. J'ai décidé de faire un dernier pas. J'ai appelé le bureau des admissions de Saint-Jean. Bonjour, c'est Amélie, la tante de Romain et Mia, ai-je dit, en gardant une voix professionnelle. Je m'occupe des paiements des frais de scolarité. Je voulais juste confirmer le statut actuel du compte avant les vacances. Un instant, s'il vous plaît, a dit l'administratrice. J'ai entendu de la frappe. Ah, oui, le compte est à jour jusqu'en novembre. Le paiement de décembre est dû le 10. Nous avons cependant remarqué une anomalie dans les frais extrascolaires. Il y a un solde impayé pour le voyage de ski. Le voyage de ski, ai-je demandé. Combien? 2300 €. Il était dû la semaine dernière. Nous avons envoyé 2 rappels à M et Madame nom de famille. Ma mâchoire s'est crispée. Charles m'avait dit que le voyage de ski était couvert par une prime. Il avait encore menti. Je vois, ai-je dit. Eh bien, je vous appelle pour vous informer que je ne serai plus le payeur sur ce compte, avec effet immédiat. Toute facturation future doit être adressée directement à mon frère. J'ai annulé le prélèvement automatique. Il y a eu une pause. Oh. Je comprends. Dois-je mettre à jour les informations de contact? Oui, ai-je dit. Veuillez supprimer complètement mon email et mon numéro de téléphone. Et bonne chance. J'ai raccroché. Le piège était tendu. Les frais de scolarité étaient dus dans 3 jours. Le voyage de ski était déjà en retard. Et Charles était occupé à améliorer ses décorations de Noël. 2 jours passèrent. Silence de Charles. Silence de Caroline. Le 3e jour, le 10 décembre, mon téléphone a sonné à 10 heures. C'était Charles. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a rappelé immédiatement. Puis un texto, appelle-moi maintenant. J'ai attendu 10 minutes, je me suis préparé une nouvelle tasse de café, et puis, avec des mains tremblantes que j'ai forcées à être stable, je l'ai rappelé. Quoi, ai-je répondu, gardant ma voix plate. Qu'est-ce que tu as fait, a crié Charles. Il n'a même pas dit bonjour. Il était en mode panique totale, sa voix se brisant. L'école vient d'appeler. Ils ont dit que le paiement a été rejeté. Ils ont dit que tu avais retiré ta carte. Bonjour à toi aussi, Charles, ai-je dit en sirotant mon café. Comment se passent les préparatifs de Noël? Ne joue pas avec moi, Amélie, a-t-il hurlé. Je suis au milieu d'une réunion. L'administratrice m'a appelé et a dit que si les frais de scolarité ne sont pas payés avant 17 heures aujourd'hui, les enfants sont désinscrits pour le semestre de printemps. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ta banque a merdé? Non, ai-je dit calmement. Je l'ai annulé. Tu? Quoi? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que, ai-je dit, canalisant chaque once de glace que j'avais dans les veines, je suis une perdante. Tu te souviens? Tu m'as dit il y a 3 jours, pas de place pour les perdants. Les perdants ne paient pas pour l'école privée, Charles. Les gagnants le font. Et puisque tu es un si grand gagnant maintenant, avec tes amis haut de gamme et ton Noël exclusif, j'ai pensé que tu n'avais plus besoin de mon argent stagnant. Petite garce, a-t-il bafouillé, cherchant ses mots. Tu fais ça maintenant, avant Noël? Tu punis les enfants parce que j'ai blessé tes sentiments? Je ne punis personne, les jeux corrigés. Je prends du recul. Tu as dit que je plombais l'ambiance. Tu as dit que je ne correspondais pas à l'esthétique. Eh bien, mon argent non plus. Tu ne peux pas avoir les deux, Charles. Tu ne peux pas me traiter comme une ordure en privé et m'utiliser comme un distributeur automatique en public. C'est 2950 €, Amélie, a-t-il crié. Je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne. Je suis en train de liquider des actifs pour le lancement de l'entreprise. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû acheter une décoration de sapin à 500 €, ai-je dit.
Ou peut-être que tu devrais demander à tes nouveaux investisseurs. Je suis sûr qu'ils seraient ravis d'aider un gagnant comme toi. Tu es en train de gâcher Noël, a-t-il hurlé. Caroline va péter un câble. As-tu la moindre idée du stress qu'elle subit? En fait, oui, ai-je dit. Parce que je viens aussi d'annuler le paiement de la location de sa déesse. C'est dû le 15. Tu devrais peut-être la prévenir. Sale garce, a-t-il crié. Tu ne peux pas faire ça. Cette voiture est à son nom. Et les paiements venaient de mon compte, lui ai-je rappelé. Plus maintenant. Bonne chance avec l'esthétique, Charles. J'ai raccroché. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait faire éclater mes points de suture. Je tremblais. C'était horrible. C'était incroyable. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé, Caroline. Je l'ai fixé. Elle ne m'appelait jamais. Elle n'envoyait des textos que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. J'ai répondu. Amélie, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était tendue, contrôlée, la voix qu'elle utilisait quand elle essayait de paraître raisonnable avec un enfant. Charles est en hyperventilation dans la cuisine. Il dit que tu nous as coupés. C'est une blague? Salut, Caroline, ai-je dit. Pas de blague. Je respecte juste les souhaits de Charles. Il a été très clair sur le fait que je ne m'intègre pas à votre nouveau style de vie. Je ne voulais pas que mon argent de perdant entache votre succès. Oh mon Dieu, arrête d'être si dramatique, a-t-elle lâché, le masque tombant. Il ne le pensait pas comme ça. Il est juste stressé pour la fête. Écoute, réactive juste les paiements et tu pourras venir à Noël, d'accord? On te fera de la place. On peut mettre une chaise au bout de la table. J'ai carrément ri, un son rauque et aboyant. Vous me ferez de la place? Vous mettrez une chaise? Caroline, est-ce que tu t'entends? Tu penses que je fais ça pour être réinvité à votre petite fête superficielle? Alors qu'est-ce que tu veux, a-t-elle exigé. Des excuses? D'accord. Je suis désolé. Charles a été impoli. Voilà. Heureuse? Maintenant, règle les frais de scolarité. Si Romain est renvoyé de Saint-Jean, nous serons la risée du club. C'est donc de ça qu'il s'agit, ai-je dit doucement. Le club. Pas l'éducation de Romain, pas mes sentiments. Le club. C'est le monde réel, Amélie, a-t-elle hurlé. Les apparences comptent. Nous construisons une marque. Nous n'avons pas le luxe de nous asseoir en pantalon de jogging à nous apitoyer sur notre sort. Nous devons projeter le succès pour attirer le succès. Eh bien, ai-je dit, alors vous feriez mieux de commencer à projeter un moyen de le payer, parce que j'ai fini. La banque d'Amélie est fermée. Définitivement. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé. Tu es en train de détruire cette famille. Non, Caroline, ai-je dit. J'ai juste arrêté de payer pour les costumes. Les retombées ont été immédiates et chaotiques. Pendant les 2 jours suivants, mon téléphone était une zone de guerre. Charles a envoyé un barrage de textos, alternant entre la supplication « S'il te plaît, Amélie, juste pour ce mois-ci, je promets de te rembourser en janvier » et la menace « Je vais dire à tout le monde que tu es mentalement instable. Je te poursuivrai pour rupture de contrat verbal. » J'ai tout capturé en écran. Puis sont arrivés les intermédiaires. Notre tante éloignée, tante Brigitte, à qui je n'avais pas parlé depuis 1 an, a appelé pour me dire que j'étais cruel avec les enfants. Charles avait de toute évidence raconté une histoire selon laquelle j'avais craqué et essayais de leur faire du mal par jalousie. Il dit que tu es sous de puissants analgésiques et que tu ne penses pas clairement, a dit tante Brigitte, sa voix suintant d'inquiétude. Il s'inquiète pour toi, Amélie. Il dit que tu as menacé de gâcher Noël. A-t-il mentionné qu'il m'a désinvité parce que je n'étais pas assez esthétique, ai-je demandé. Eh bien. Il a dit que tu n'étais pas bien, a-t-elle esquivé. Et que ce serait peut-être trop pour toi. Mais couper les vivres aux enfants. C'est bas, Amélie. Demande-lui pour les frais de scolarité, Brigitte, ai-je dit. Demande-lui qui les a payés pendant 3 ans. Demande-lui pourquoi il n'a pas 2800 € à son nom. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je l'ai bloquée, elle aussi. Mais la véritable escalade a eu lieu le 14 décembre.
J'ai reçu une notification de ma compagnie de carte de crédit, alerte à la fraude, tentative de débit de 4 600 € au bon marché. Mon sang s'est glacé. Je me suis connecté. C'était ma carte d'urgence, celle que j'avais donnée à Charles il y a 2 ans pour les « urgences absolues » uniquement, quand sa voiture était tombée en panne au milieu de nulle part. J'avais oublié qu'il avait encore le numéro. Il essayait d'acheter quoi? Des cadeaux? Ou peut-être quelque chose à revendre pour de l'argent? J'ai immédiatement appelé la banque. Ce n'est pas moi. Annulez la carte. Signalez-la comme volée. Nous nous en occupons, madame, a dit l'agent. Comme la carte physique n'était pas présente, nous pouvons bloquer la transaction. Il avait essayé de me voler. Après tout. C'est à ce moment-là que la dernière once de culpabilité s'est évaporée. Ce n'était pas juste un frère qui se comportait comme un con. C'était de l'abus financier. C'était un homme qui se sentait tellement en droit de disposer de mes ressources qu'il commettrait un crime pour maintenir sa façade. Je devais me protéger. J'ai appelé mon avocate, une vieille amie de l'université nommée Sarah. Je dois formaliser le prêt, lui ai-je dit, ma voix tremblant de rage. J'ai la feuille de calcul, les 138 000 €. Ça a toujours été discuté comme un prêt, même si nous n'avons pas signé de papier. J'ai des textos où il dit « Je te rembourserai ». Pouvons-nous mettre une hypothèque sur sa maison? Si tu as les textos, nous pouvons certainement envoyer une lettre de mise en demeure, a dit Sarah, sa voix d'avocate tranchante et professionnelle. Ça ne te rendra peut-être pas l'argent immédiatement, mais ça le bloquera. S'il essaie de refinancer ou de vendre, il devra d'abord s'occuper de toi. Fais-le, ai-je dit. Rédige-la aujourd'hui. Envoie-la pour qu'elle arrive le soir du réveillon de Noël. Amélie, s'est adoucie Sarah. Tu es sûr? Le soir du réveillon de Noël? Il voulait un Noël haut de gamme, ai-je dit. Rien ne fait plus haut de gamme qu'un coursier juridique. Pendant que Sarah travaillait sur le côté juridique, j'ai fait quelques recherches de plus sur Caroline. Si Charles était assez désespéré pour utiliser ma carte de crédit, Caroline devait l'être aussi. Je suis retourné à la vice-présidente du marketing qu'elle essayait d'impressionner. J'ai regardé la liste des invités pour la fête exclusive dont Charles s'était vanté. Il avait bêtement partagé un document Google avec moi il y a des semaines pour avis avant de me désinviter. J'ai vu les noms, Jessica, la vice-présidente, les 2 investisseurs, quelques voisins de leur résidence sécurisée. J'ai réalisé quelque chose, ces gens ne connaissaient pas les vrais Charles et Caroline. Ils ne connaissaient que le masque. Et puis je l'ai vu. Une publication sur le groupe Facebook de notre quartier. Je suivais toujours leur page locale. Vendéesse de 2021, reprise de bail. État impeccable. Besoin de passer à un véhicule plus grand pour famille qui s'agrandit. MP pour détail. Caroline essayait de se débarrasser du bail que je venais d'arrêter de payer. Elle essayait de faire en sorte que quelqu'un d'autre reprenne la dette avant que l'agent de recouvrement n'arrive. Famille qui s'agrandit. C'était un mensonge. Elle se démenait. Ils se démenaient tous les deux. La façade se fissurait, et ils essayaient de la maintenir avec du ruban adhésif. Mais le plus grand coup était encore à venir. Mon téléphone a sonné. C'était un message direct d'un compte que je ne reconnaissais pas. Salut Amélie. Tu ne me connais pas, mais je suis la mère d'un des camarades de classe de Romain à Saint-Jean. J'ai entendu une rumeur selon laquelle Romain pourrait ne pas revenir le trimestre prochain. Mon fils est dévasté. Ils sont meilleurs amis. Est-ce que tout va bien? Charles n'avait pas prévenu l'école. L'école avait prévenu les parents. Le moulin à rumeurs s'était mis en marche. Salut, ai-je tapé en retour, choisissant mes mots avec soin. Je crains qu'il y ait des problèmes de restructuration financière dans le foyer de mon frère. Je ne m'occupe plus des frais de scolarité, donc c'est à eux de voir. J'ai appuyé sur envoyer. La vérité était sortie. Le réseau de chuchotement des mères de l'élite ferait le reste. D'ici le réveillon de Noël, tout le monde sur cette liste d'invités saurait que les gagnants étaient fauchés. Je me suis rassise, l'adrénaline se dissipant en un épuisement profond et lourd. J'ai regardé le calendrier. Noël était dans 10 jours. Ils m'avaient désinvité pour sauver la face. Maintenant, ils allaient perdre la face de la manière la plus publique possible, et je n'aurais même pas besoin d'être là pour le voir.
Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le réveillon de Noël est arrivé avec un froid mordant qui semblait s'infiltrer à travers les vitres de ma voiture. J'étais garé au bout de la rue de la maison de mon frère, ou du moins la maison que la banque possédait encore techniquement en regardant la neige s'accumuler sur le capot de ma Renault. Je n'étais pas invité. Je le savais. Mais j'avais 2 cadeaux sur la banquette arrière, emballés dans du papier craft simple, un set d'art haut de gamme pour Mia et un kit de codage spécialisé pour Romain. Je refusais de laisser l'ego de mon frère priver ses enfants d'une relation avec leur tante. Mon plan était simple, déposer les cadeaux à la porte, envoyer un texto à Charles pour lui dire qu'ils étaient là, et partir avant de pouvoir être à nouveau humilié. Mais alors que j'observais, une berline noire s'est arrêtée. Une femme dans un superbe manteau émeraude en est sortie. C'était Jessica, la vice-présidente du marketing. Puis une autre voiture est arrivée, une Tesla élégante, les investisseurs. La maison était illuminée. Chaque fenêtre brillait d'une lumière chaude et dorée. Je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur, tenant des verres de vin. Ça avait l'air parfait. Ça avait l'air cher. Ça avait l'air d'un mensonge. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé les cadeaux, et je suis sorti dans le froid. Mes bottes crissaient bruyamment sur le trottoir gelé. J'ai remonté l'allée, dépassant la déesse de Caroline. Elle était toujours là. Elle avait dû la cacher dans le garage plus tôt pour éviter les scanners de recouvrement, mais avec les invités de la fête occupant l'allée, elle avait été forcée de la garer sur le côté. J'ai atteint la porte d'entrée et j'ai levé la main pour frapper. Avant que mes doigts ne puissent effleurer le bois, la porte s'est ouverte brusquement. C'était Charles. Il portait une veste de smoking en velours qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Son visage s'est décomposé dès qu'il m'a vu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il sifflé, sortant et fermant partiellement la porte derrière lui pour bloquer la vue de la fête. « Je t'ai dit. Pas de place pour. Je dépose juste des cadeaux pour les enfants, Charles, ai-je dit, ma voix stable malgré l'adrénaline qui martelait dans ma poitrine. Je ne reste pas, prends-les juste. J'ai poussé les paquets vers lui. Qui est-ce, Charles, a appelé une voix de l'intérieur. C'était une voix de femme, tranchante, autoritaire, Jessica. Charles a paniqué. Il ne pouvait pas faire de scène devant elle. Il a forcé un sourire crispé et grimaçant et a ouvert la porte plus grand. C'est Amélie, ma sœur. Elle est juste passée une seconde. Il a attrapé mon bras, sa prise douloureuse, et m'a tiré dans le hall d'entrée. Souris et pas, m'a-t-il chuchoté à l'oreille. N'ose pas me mettre dans l'embarras. La chaleur de la maison m'a frappé, sentant le pain, la cannelle et la restauration coûteuse. Le hall donnait directement sur le salon, où une quinzaine de personnes discutaient. La conversation s'est arrêtée. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je portais un jean, un épais manteau de laine et une écharpe. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une femme qui venait juste du froid, pas une mondaine. Amélie. Caroline est apparue de la cuisine, tenant un plateau de hors-d'œuvre. Ses yeux se sont agrandis d'horreur. Elle a regardé mes bottes, puis son tapis blanc immaculé. Nous ne t'attendions pas. Je partais justement, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Je déposais juste ça pour Romain et Mia. Attendez un moment. Jessica s'est avancée. Elle était d'une élégance intimidante, tenant une coupe de champagne. Elle a plissé les yeux vers moi, puis vers Charles. Amélie, comme dans Amélie nom de famille. Charles a ri nerveusement. Oui, c'est ma petite sœur. Elle est entre 2 projets en ce moment. Elle a un peu de mal. Tu sais ce que c'est. On essaie de l'aider comme on peut. Il recommençait, me dépeignant comme le cas social pour s'élever lui-même. Jessica l'a ignoré. Elle s'est approchée de moi. Vous êtes l'écrivain fantôme, n'est-ce pas? Celle qui a structuré la biographie Horizon et l'article Téchiara. La pièce est devenue silencieuse. Charles a cligné des yeux. Quoi? Non, elle écrit juste. Des blogs, de petites histoires. C'est la meilleure éditrice structurelle de France, a dit Jessica, son ton passant de la politesse sociale à la révérence professionnelle. Mon patron a essayé de vous embaucher l'année dernière. Vous coûtez une fortune. Il a dit que votre liste d'attente était de 6 mois. J'ai souri,
un petit sourire sincère. 8 mois maintenant. C'est un plaisir de vous rencontrer, Jessica. Le visage de Charles a perdu toute couleur. Le récit lui échappait. Je pense que vous vous trompez. Amélie dépend de nous pour. En fait, Charles, ai-je interrompu, ma voix portant clairement dans la pièce silencieuse, je pense que nous devrions arrêter de faire semblant. Amélie, ne fais pas ça, a prévenu Caroline, sa voix tremblant. Ne pas faire quoi, ai-je demandé, me tournant vers elle. Ne pas leur dire que j'ai payé pour le vin qu'ils boivent ou la compte sur le traiteur? Elle est sous médicaments, a crié Charles, son rire aigu et frénétique. Elle est confuse. Délire post-opératoire. Je ne suis pas confuse, ai-je dit, fouillant dans mon sac. J'ai sorti une enveloppe épaisse. Ce n'étaient pas les cadeaux. C'était le dossier juridique que mon avocate avait préparé. Et je ne suis pas une perdante, Charles. Les perdants ne financent pas votre style de vie pendant 3 ans pendant que vous prétendez être un magnate. J'ai marché jusqu'à la table d'appoint, juste à côté des investisseurs, et j'ai posé l'enveloppe avec un bruit sourd. Ceci est une mise en demeure formelle pour le remboursement des 138 000 € que je vous ai prêtés depuis 2021, ai-je dit, m'adressant à la pièce mais regardant Charles. Y compris les frais de scolarité de Saint-Jean que vous avez dit à tout le monde avoir payé avec vos primes, et l'allocation de la déesse dehors. Tu mens, a crié Charles en se jetant en avant. Un des investisseurs, un grand homme en costume gris, s'est interposé. Laissez-la parler, a dit l'investisseur, ses yeux se rétrécissant sur Charles. J'ai annulé les paiements il y a 3 semaines, ai-je continué, me sentant plus légère à chaque mot, parce que tu m'as dit que je ne correspondais pas à ton esthétique. Tu avais raison. Je ne corresponds pas. Je paie mes factures. Soudain, la pièce a été baignée d'une lumière orange et jaune pulsante. Elle venait de la baie vitrée. Nous nous sommes tous tournés. Dehors, une énorme dépanneuse avait reculé dans l'allée. Les gyrophares se reflétaient sur la neige, projetant une lueur chaotique, semblable à un stroboscope, sur le parfait sapin de Noël. Le chauffeur est sorti en sautant, tenant un presse-papier. Il s'est approché de la porte d'entrée, qui était encore partiellement ouverte, et a frappé bruyamment sur la vitre. Je cherche une Caroline nom de famille, a crié le chauffeur, sa voix étouffée mais audible à travers la vitre. Ordre de saisie pour une déesse de 2021. Les clés ou le crochet, madame. À vous de choisir. Le silence dans le salon était absolu. Il était lourd, suffocant et total. Caroline a laissé tomber le plateau de hors-d'œuvre. Le fracas de la céramique brisée et l'éclaboussure de cocktails de crevettes ont été le seul son. Jessica a regardé la fenêtre, puis la lettre de mise en demeure sur la table, et enfin Charles. Son expression n'était pas de la colère, elle était pleine de pitié. « Je pense que nous devrions y aller », a-t-elle dit doucement aux investisseurs. « Non, attendez. » Charles s'est précipité vers eux, attrapant la manche de l'investisseur. « C'est un malentendu, une erreur bancaire. C'est Amélie qui a monté ça. Elle essaie de saboter l'affaire. » L'investisseur a secoué la main de Charles de sa veste de costume comme si elle était couverte de bave. La seule erreur ici, Charles, a dit l'homme froidement, a été de supposer que nous ne ferions pas nos vérifications. Nous étions au courant du statut de dépôt de la SARL. Nous voulions juste voir si vous seriez honnête à ce sujet. Clairement, l'honnêteté n'est pas votre point fort. Ils sont sortis. Ils ont marché juste au-dessus du cocktail de crevettes renversées. Ils sont passés devant un Charles abasourdi. Ils sont sortis par la porte, passant devant l'agent de recouvrement qui était en train d'accrocher la déesse, et sont partis dans la nuit froide. Je me tenais seul au centre de la pièce. La foule de la haute société mettait ses manteaux, impatiente d'échapper à la gêne. Charles s'est tourné vers moi. Il avait l'air petit. Il avait l'air vieilli. La veste en velours ressemblait soudain à un costume d'une pièce de théâtre bon marché. « Tu as tout gâché » a-t-il murmuré, des larmes coulant sur son visage. « Tu as tout ruiné. »« Non, Charles » ai-je dit en boutonnant mon manteau. « J'ai juste allumé les lumières. » Les conséquences n'ont pas été explosives. Ce fut un dégonflement lent et pathétique. Je ne suis pas resté pour regarder la voiture se faire remorquer. Je ne suis pas resté pour entendre Caroline crier sur Charles. Je suis sorti vers ma Renault, je me suis assise sur le siège du conducteur,
et j'ai simplement respiré. Pour la première fois depuis des années, le poids sur ma poitrine, le secret, le stress financier, le besoin constant de les protéger de la réalité avaient disparu. Je suis rentré chez moi, je me suis fait une tasse de chocolat chaud, et j'ai regardé un film. J'ai passé le jour de Noël seul, et ce fut le jour férié le plus paisible que j'ai jamais eu. Dans les semaines qui ont suivi, le château de cartes s'est complètement effondré. Sans mon financement et sans investisseur, Charles ne pouvait pas maintenir l'hypothèque. Ils ont mis la maison en vente en janvier. Elle s'est vendue rapidement, mais après avoir remboursé la banque et les hypothèques, y compris la mienne, que Sarah avait déposée rapidement, ils sont repartis avec presque rien. Le rêve de Prestige Global Investissement est mort d'une mort silencieuse. Caroline est retournée vivre chez ses parents à Neuilly-sur-Seine pendant un certain temps, emmenant les enfants. Charles a emménagé dans un petit appartement de 2 chambres près du centre-ville. Il a finalement trouvé un travail, un vrai travail dans la vente. Ce n'était pas glamour. Il n'était pas PDG. Il était un gestionnaire de compte de niveau intermédiaire vendant des systèmes de CVC. Je ne leur ai pas parlé pendant 3 mois. J'avais besoin de distance. J'avais besoin de guérir de la prise de conscience que mon frère m'avait considéré comme une ressource plutôt que comme une sœur. Mais en avril, j'ai reçu un texto, non pas de Charles, mais de Romain. « Peux-tu venir à mon match de foot ? Papa dit qu'il ne peut pas venir. » J'y suis allé. Je me suis assise sur les gradins, regardant mon neveu courir sur un terrain d'école publique boueux. Il ne portait plus l'uniforme de Saint-Jean. Il avait l'air plus débraillé, mais il avait aussi l'air plus heureux, plus léger. Quand le match s'est terminé, il a couru vers moi. Mia était là aussi, assise dans l'herbe, dessinant dans le carnet de croquis que je lui avais envoyé. Tante Amélie. Romain m'a serré dans ses bras, salissant mon manteau de boue. Je m'en fichais. Salut, champion, ai-je dit en le serrant en retour. Papa dit que tu es riche, a dit Romain en se reculant et en me regardant avec une curiosité innocente. C'est vrai ? J'ai ri. Je suis à l'aise, Romain, parce que je travaille dur et que je n'achète pas de choses dont je n'ai pas besoin. Il dit qu'il est désolé, a ajouté Mia sans lever les yeux de son dessin. Il dit qu'il a été stupide. J'ai levé les yeux et j'ai vu Charles debout près de la clôture du parking. Il portait un coupe-vent et un pantalon kaki. Il avait l'air fatigué. Il avait pris un peu de poids et ses cheveux s'amincissaient. Il n'était plus le garçon en or. C'était juste un homme. Il m'a vu le regarder et a levé la main dans un salut hésitant. Il ne s'est pas approché. Il a gardé ses distances, respectant la limite que j'avais fixée. Je n'ai pas salué en retour, mais j'ai hoché la tête. Une reconnaissance. Pas un pardon, pas encore. Mais une reconnaissance qu'il vivait enfin dans la réalité. Je me suis retourné vers les enfants. Vous voulez une glace ? C'est ma tournée. Oui, ont-ils crié à l'unisson. Alors que nous marchions vers ma voiture, ma fiable Renault payée, j'ai réalisé quelque chose d'important. Charles avait eu raison sur une chose, cette fête de Noël n'était pas un endroit pour les perdants. Mais debout ici, tenant la main de ma nièce, sachant que mon hypothèque était payée et que ma conscience était tranquille, je savais exactement qui était le gagnant. Je n'étais pas celle qui avait besoin d'un public pour se sentir précieuse. Je n'étais pas celle qui avait besoin d'une veste en velours pour se sentir importante. J'étais Amélie. J'étais la solutionneuse. Et pour la première fois de ma vie, je m'étais occupé de ma propre vie en premier. Et ça. C'était la meilleure esthétique de toutes.